Confectionner mon emploi sur mesure, séquence 4. Ma stratégie d'approche de l'emploi choisi. Après avoir évalué avec objectivité mon emploi, bien analysé le contexte et formulé le cahier des charges de mon prochain emploi, il me reste à définir et à mettre en œuvre la stratégie de ma démarche. L'approche volontariste est très connue, l'opportuniste est plus confidentielle, bien que mieux adaptée au contexte actuel et à la nécessité de changer fréquemment de métier et de secteur. Cet exposé constitue la séquence 4 de la webconférence intitulée « Confectionner mon emploi sur mesure ». Pour ceux qui auraient raté la séquence introduction, voici mon pitch de conférencier. D'abord la méthode volontariste. Je formule un ou plusieurs projets. Tout le monde connaît le projet professionnel qu'il convient de formuler quand on cherche un emploi. C'est assez simple quand je suis spécialisé sur un emploi bien classique, et ça l'est beaucoup moins si j'ai envie de changer, mais que je ne sais pas exactement quoi. Un projet professionnel se définit comme un certain métier, exercer un certain niveau de responsabilité sur un certain marché, dans un certain type d'entreprise et dans un certain contexte. Quand je suis capable d'être clair sur tout ça, je peux lancer mon étude de marché ciblée. Si ma décision de changer vise à changer plusieurs paramètres, la méthode opportuniste moins connue me conviendra mieux. J'explore diverses possibilités jusqu'à ce que ça débouche sur un poste auquel je n'avais pas forcément pensé au début de ma démarche. Par contre, je ne pars pas au hasard. Je définis une batterie de critères qui font que les postes en vue seront dans mon cadre ou non. Ceux qui sont programmés cycle court et changent volontiers de métier ou de secteur construisent leur carrière un peu comme un puzzle. D'abord le cadre dans lequel doit se situer mon prochain emploi. Je ne propose pas un projet précis, mais j'écris tous les mots-clés qui font qu'un emploi sera ou non dans mon cadre. Je définis ce cadre en fonction de ce que j'apporte à un employeur, mais tout autant en fonction de ce que je viens chercher en vue d'une évolution de carrière conforme à mon plan A. Prenons un exemple. Le hasard ou mon choix d'une époque m'a fait démarrer dans le bâtiment, secteur dans lequel j'ai quelques références à mettre sur mon CV. J'ai construit quelques maisons. J'ai eu l'opportunité ensuite de passer chez un charpentier et je me suis fait d'autres références dans le domaine des barrières. Si j'ai maintenant envie de changer d'air, à votre avis, quel métier nouveau serait assez cohérent pour rester dans le cadre? Eh bien oui, paysagiste. Je peux me faire embaucher pour faire pousser des arbres. Moi, ça me plairait, car si ce n'est pas logique, c'est cohérent avec mon début de carrière. Il y a bien une cohérence chez les zappeurs. On parle de style de carrière ou même d'arme de carrière. Si j'ai commencé à dessiner un paysage à Picasso, mon prochain emploi ne sera pas chez un employeur qui peint du Renoir, évidemment. Petit problème, sur un CV, je mets en titre mon prochain emploi et pas l'ancien. Logique si je veux que le recruteur le range dans la pile des emplois que je vise. Mais si j'envoie ce CV pour un emploi chez un paysagiste, c'est la secrétaire du recruteur qui va le mettre à la poubelle pour éviter du temps perdu à son chef. Quelqu'un qui n'a jamais été paysagiste ne sera pas retenu. Par contre, dans le cadre d'une démarche réseau telle qu'expliquée au chapitre suivant, je pourrais faire remarquer à mon interlocuteur que c'est le moment pour moi de me lancer dans le secteur du paysage et donc que lui est bien dans ma cible, ce qui va garantir ma motivation et vu mon envie d'apprendre, la compétence viendra vite. Alors, comment convaincre un recruteur? Vous avez sous les yeux un PowerPoint qui représente mon parcours à ce jour. Pensez-vous que sur la diapo suivante, je vais être capable de dessiner des arbres? Il m'appartient d'expliquer au recruteur que si j'ai su dessiner une maison et une barrière, c'est que je maîtrise assez bien le processus PowerPoint. Si je maîtrise un processus d'organisation, de conduite de projet, de négociation, etc., acquis dans différents métiers, c'est transférable facilement dans mon prochain métier. Mais ça, c'est à moi de l'expliquer au recruteur. Il est possible d'aller plus loin dans l'argumentation si vous connaissez bien votre prochain métier. Pour dessiner un arbre, il faut d'abord faire pousser le tronc. Vous dites, monsieur le recruteur, que je n'ai jamais dessiné de tronc d'arbre en train de pousser, mais regardez attentivement mon CV, les poteaux de mes barrières. D'une part, ils sont marrons, mais en plus, je les ai fait sortir de terre comme un tronc d'arbre. Regardez. Franchement, faire pousser des arbres ou des poteaux, c'est pareil. Ensuite, il faut que je sache dessiner des feuilles. Pas de problème pour la couleur, les feuilles sont vertes. Or, quand j'ai dessiné la maison, j'ai peint des volets verts. Donc j'ai la compétence du vert pour les feuilles. Je dois être capable de dessiner des feuilles qui s'écartent à partir du tronc. Jamais fait ça, mais quand j'étais charpentier, regardez comment j'ai dessiné mes planches.
Je n'ai qu'à appliquer exactement le même procédé pour que mes feuilles grandissent à partir du tronc. En fin de carrière, tout le monde trouvera normal que je termine par un soleil qui a sa place pour terminer le tableau. Attention quand même, nous ne sommes pas totalement sortis du jeunisme imposé par les baby-boomers lorsqu'ils avaient 30 ans, c'est-à-dire à la fin des années 70. Si vous acceptez l'idée qu'à 45 ans vous êtes dépassé, votre fin de carrière ne sera pas un soleil, mais un vilain nuage gris. Il vous faut au contraire surfer sur la mode du néo-senior qui n'a rien à voir avec le senior des années 50. Celui que l'entreprise estime trop vieux dès le premier jour de sa retraite forcée escalade le Mont Blanc et redescend en parapente. Joli gâchis. L'évolution du contexte. Pendant les 30 Glorieuses, la carrière des cadres, essentiellement des hommes, était toute tracée. Quand je suis rentré à l'âge de 25 ans à la Rodier-Seta, le chef du personnel m'a convoqué à son bureau pour me tracer, sur un des tout premiers paperboards, ma course de salaire sur 40 ans. Belle vision de l'avenir. À l'époque, ça m'avait déjà laissé sceptique, mais lui, il y croyait. Une carrière à la japonaise. À partir de la première crise du pétrole et de la concurrence internationale, il a fallu dégraisser. Et vu la pyramide des âges de l'époque, Raymond Barre a inventé la pré-retraite. Départ à la retraite en moyenne à 57 ans, mais sans rien perdre de mon salaire. Ce nécessaire déstockage aurait dû durer 1 an, le temps de baisser les stocks de salariés en trop, mais il s'est prolongé 30 ans à la satisfaction générale, jusqu'à ce que la pyramide des âges s'inverse et que l'idée de passer l'âge de la retraite à 60 ans n'aggrave sérieusement l'équilibre entre ceux qui payent et ceux qui touchent. L'âge de la retraite n'est pas une question gauche contre droite, mais vieux contre jeune, et une fois de plus, les boomers ont organisé la société à leur profit. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les grands-parents aident leurs petits-enfants à survivre. Étrange société. Comme tout ce qui est un peu contre nature, ça ne devrait pas durer autant que le marché de Villefranche, qui, il est vrai, dure depuis 1150. Que des personnes âgées soient passées à côté de ce dispositif généreux reste une réalité dont il convient bien sûr de tenir compte, mais qui ne change pas la règle générale d'une société organisée clairement au profit des vieux. Sur ces grandes considérations, que faire si la société me classe prématurément senior? J'ai un premier choix. Anticiper sur ma mise à la retraite pour me repositionner sur des emplois où l'expérience est considérée comme un atout. Il y en a. Retravailler jusqu'à 65 ans pour disposer d'une retraite correcte. Et si c'est votre choix, profitez-en pour que cette deuxième carrière vous permette de faire tout ce que la vie ne vous a pas donné l'occasion de faire jusqu'à maintenant. Et c'est pour le coup qu'il vous faut choisir votre employeur. Autre choix, je prends dès que possible une retraite tronquée et je la complète avec un combiné de temps partiel, de mission et de bénévolat, avec un statut mixte de salarié, d'auto-entrepreneur ou de portage. Fournir des prestations choisies à des clients choisis, en travaillant en temps choisi avec des collègues choisis, tout en envoyant une facture choisie, est la manière de formuler un super projet professionnel de semi-retraite active. Savoir que ma petite retraite m'assure le gîte et le couvert procure une grande liberté. Cette formule permet de ne jamais vivre la brutale coupure de la retraite. Pour certains hommes, ça évite l'infarctus qui clôture la première année de la retraite. De la théorie du puzzle, je retiens 2 idées. Dans un premier temps, le bilan de compétences vise à identifier mes talents en valeur absolue, en vue de définir mon cahier des charges. Mais il a un intérêt ensuite pour m'aider à identifier ceux de ces talents qui sont transférables dans l'emploi de mon choix, mon plan A. C'est le vert des volets qui est le même que celui des arbres. Il convient à ce stade de choisir un coach qui connaisse l'entreprise. Ça existe. Et la deuxième idée, pour être crédible dans un emploi que je n'ai jamais exercé, je dois le connaître mieux que le recruteur. Bon, ça peut être assez facile pour passer le premier barrage. Si je suis dans le cas non plus d'une évolution mais d'une reconversion, je dois avoir bien compris le principe des passerelles, qui sont au nombre de 5, ou du moins 5 principales, car l'adéquation d'une personne et son emploi est multicritère. Je viens d'une ellipse jaune, je me sens capable et j'ai envie d'exercer mes talents dans un hexagone bleu. De plus, j'exerçais une fonction écrite en noir, avec une certaine police de caractère, et je postule pour un emploi en blanc avec une autre police. Si ce n'est pas moi qui explique les passerelles entre ces 2 emplois, aucun recruteur ne le fera pour moi. C'est le moment d'être bon en négociation pour vendre un produit dont l'acheteur n'imaginait pas avoir l'usage. Première passerelle, mes réalisations. C'est la première citée car il n'y a pas de hiérarchie entre les 5. Les problèmes que j'ai résolus dans mon emploi A et qui sont les mêmes dans l'emploi B. Exemple vécu, acheteur dans les articles de pêche, j'ai importé des moulinets d'Asie. Je décide de changer de secteur.
J'ai une touche dans le matériel médico-chirurgical, par exemple. Rien à voir, va m'objecter le recruteur. C'est moi qui vais devoir lui expliquer que d'importer des moulinets du Japon ou des bistouris en titane du Pakistan, c'est le même savoir-faire. Tout le professionnalisme consiste à éviter le port de Marseille et son syndicat des dockers. Mais ça, un recruteur ne peut pas le savoir. Par contre, si c'est moi qui lui explique, l'objection sera levée et deviendra au contraire un argument pour me sélectionner. On embauche volontiers celui qui connaît les subtilités du poste, qu'il l'ait déjà pratiqué ou non. Autre passerelle, mes compétences. Si je sais me servir d'une clé à molette, j'intéresserai tous les employeurs qui ont des boulons à serrer, quel que soit leur métier et leur secteur. Troisièmement, ma personnalité. Un employeur séduit par ma personnalité prendra le risque de me donner la chance de ma vie, et il aura la patience de me former. Il ne convient plus de convaincre, mais de plaire. Contrairement à une idée reçue, les employeurs sont de grands sentimentaux, contrairement aux recruteurs intermédiaires qui ne peuvent pas se le permettre, même s'ils ont leur candidat favori. Je peux rater un poste car j'ai la même coiffure que la belle-mère de mon futur chef, ou au contraire arriver premier car j'ai une tête qui lui rappelle son meilleur copain d'enfance. Tous ceux qui vous raconteront que le recrutement est scientifique sont de grands comiques, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs casseroles sur le feu, car la meilleure stratégie garde une part de glorieuse incertitude. Ma motivation. Il est extrêmement difficile de ne pas embaucher le candidat qui vous a choisi, comme déjà évoqué dans les chapitres précédents. Toute embauche est un pari, et il faut bien sûr trouver un employeur un peu joueur. Les employeurs pygmalions, fiers de transformer une chenille en papillon, sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. Si vous voulez vous reconvertir, allez chercher les patrons pygmalions dans les associations où ils militent. Pour comprendre le principe de l'évolution via le bénévolat, le plus simple est que je vous raconte une histoire vraie. Quand à l'âge de 50 ans, j'ai créé une association d'aide à l'emploi, j'étais directeur d'exploitation d'une entreprise de nettoyage industriel. Et nous l'avons créée à deux, avec un jeune homme de 25 ans, qui était contrôleur de gestion dans l'industrie alimentaire. 7 ans plus tard, j'ai créé mon cabinet d'outplacement et mon ami s'est fait embaucher chez un chasseur de tête. Le changement définitif de filière s'est fait pour nous deux grâce à de l'expertise acquise en bénévolat. D'où l'intérêt de garder une vie associative intensive à côté de la vie professionnelle. Mais ça, c'est l'objet du chapitre qui traite de l'art du ménagement. Chapitre suivant, mes conseillers. Pour devenir un pro de la recherche d'emploi, j'ai tout intérêt à me faire accompagner. Et surtout, n'oubliez jamais, naviguer vent arrière et nager dans le sens du courant. C'est tellement plus cool que de stresser et tellement plus efficace. Oncle Jacques.